matin. Comme nous nous employons à le faire depuis toujours au sein de la plateforme d'observation sociale Occitanie, nous avons réuni pour ce webinaire des interlocuteurs qui ont des connaissances et des points de vue variés et complémentaires. Vous-même, si vous êtes là avec nous ce matin, c'est que vous êtes probablement très concernés par la problématique de l'accès au logement des personnes sans domicile. Et à ce titre, nous serons évidemment très heureux d'entendre vos remarques et vos questions. Merci à vous tous d'avoir accepté notre invitation. Adrien Maisonneuve, vous êtes chargé de mission, hébergement et veille sociale à la DRETS Occitanie. Et Monsieur Arnaud Gérardi, vous travaillez pour le département Habitat Logement de la DREAL Occitanie. Nous allons débuter avec vous. Vous allez nous présenter les enjeux de l'accès au logement. Vous nous communiquerez des données régionales de cadrage sur les personnes qui sont sans domicile sur le parc de logements sociaux, sur la demande et la production de logements et sur la politique d'attribution des logements sociaux notamment. Vous avez beaucoup de choses à nous dire. Monsieur Jean-François Bouilléry, vous êtes délégué au CRPA Occitanie, qui est l'instance régionale des personnes accueillies et ou accompagnées. En tant que délégué, vous relayez la parole de personnes concernées par la pauvreté ou la précarité et qui participent à des groupes de travail organisés par cette instance. Ces personnes y partagent leur vécu, elles débattent, elles proposent des pistes de réflexion et des solutions sur les thématiques abordées. Nous allons, dans un second temps, échanger ensemble sur ce que ces personnes constatent et disent sur cette thématique de l'accès au logement. Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent le plus souvent, qu'est-ce qui, d'après leur expérience, peut favoriser l'accès et le maintien dans le logement. Audrey Pagès et Manon Paillard, vous êtes respectivement directrice adjointe du SIAO de l'Aude et travailleuse sociale référente logement de la plateforme intitulée « De la rue au logement ». Vous allez nous parler d'une nouvelle mission de veille sociale que vous avez mise en place au sein du SIAO de l'Aude pour assurer le suivi des ménages après leur accès au logement. Vous nous expliquerez en quoi consiste cette veille sociale et vous nous ferez un premier retour d'expérience de cette jeune expérimentation. Et enfin, nous terminerons cette matinée avec Adrien Monetti et Baptiste Menguin. Adrien Monetti, vous êtes responsable des politiques sociales et relations clients chez Habitat Social en Occitanie et Baptiste Menguin est responsable du développement social pour le groupe le bailleur social Altemed. Vous allez nous expliquer comment les bailleurs sociaux agissent pour faciliter l'accès et le maintien des personnes vulnérables dans le parc social et quels sont les enjeux des organismes HLM à l'échelle régionale. Et puis ensuite, M. Menguin nous parlera d'une action innovante mise en place par Altemed. Il s'agit d'une équipe mobile en santé mentale dont l'objectif est de repérer et d'accompagner les locataires HLM qui présentent des troubles psy et qui ne font pour autant pas l'objet d'un accompagnement. Il nous fera un retour d'expérience sur cette action, si nous arrivons à le retrouver d'ici là. Et il nous parlera également des modalités d'accompagnement dites orientées rétablissement et de l'importance du travail pair, des travailleurs pairs dans cette mission. Voilà, ça s'annonce passionnant. Et voilà, Monsieur Menguin qui nous rejoint. Merci, bonjour à toutes et tous d'être si nombreux et nombreuses présents pour ce webinaire dont le sujet est si important, l'accès au logement des personnes sans domicile. Comme il a été dit en introduction, nous voulions peut-être commencer par ce webinaire par des éléments de cadrage et de contexte à la fois nationaux et régionaux pour l'Occitanie, pour finalement un peu planter le décor sur tout au long de ce webinaire. Nous avons aussi voulu intervenir à deux voix avec Monsieur Gérardi et moi-même, puisque DRETS et DREAL travaillons étroitement en collaboration sur le sujet, puisque l'accès au logement des sans-domicile est à la fois partagé par l'hébergement, mais aussi par des enjeux de logement, évidemment. On voulait commencer ce travail par peut-être une première slide sur des grands éléments nationaux et de définition de, finalement, qu'est-ce qu'être une personne sans domicile en France en 2026, puisqu'il y a plusieurs réalités, plusieurs visages d'une personne considérée sans domicile. On a évidemment en tête l'idée de la personne qui est à la rue, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les personnes qui sont, comme
peut l'appeler un lieu non prévu pour l'habitation, donc en voiture, en parking, notamment les bidonvilles, aussi les campements, mais également toutes les personnes qui sont en hébergement, donc en structure d'hébergement. On veut parler ici de centres d'hébergement de réinsertion sociale, donc de CHRS, de centres d'hébergement hors CHRS, généralement des centres d'hébergement d'urgence, des hôtels sociaux, mais aussi des hébergements spécifiques pour public spécifique. On voulait également vous donner quelques chiffres clés pour apprécier au national l'ampleur des personnes sans domicile. On est sur 350 000 personnes en 2025, ce qui est un chiffre assez impressionnant et pour lequel les politiques se mettent en place et se mettent en œuvre, puisque de 2017 à 2025, notamment grâce à l'action de la DIAL, donc la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement, nous sommes passés de 149 000 places à 203 000 places, avec évidemment un important levier qui a pu être actionné lors de la période Covid. Mais c'est évidemment sans oublier des places qui sont également portées non pas par le ministère du Logement, mais aussi par les autres ministères et les autres acteurs de la solidarité. On peut parler évidemment du ministère de l'Intérieur qui, lui, met à disposition un peu plus de 100 000 places pour les demandeurs d'asile, mais également les agences régionales de santé pour le champ médico-social avec des lits d'accueil médicalisés, des LAM, des lits halte soins santé, des LHSS, et également des appartements de coordination thérapeutique appelés autrement ACT. C'est aussi l'apanage des conseils départementaux qui viennent en soutien pour offrir de l'hébergement à certains publics, notamment aux femmes isolées avec enfants de moins de 3 ans ou bien des mineurs isolés étrangers. Après ces éléments de définition de qu'est-ce qu'une personne sans domicile en France en 2026, on voulait également vous parler du parcours, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, qui peut être scindé en deux grands principes, celui du parcours urgence, donc qui vise à la mise à l'abri immédiate selon la vulnérabilité des personnes à la rue. Généralement, on parle d'une personne à la rue qui appelle le numéro 115, donc qui est le numéro national d'urgence qui est porté désormais par les SIAO, les services intégrés d'accueil et d'orientation, qui appelle donc un régulateur qui va pouvoir, selon la disponibilité et selon la vulnérabilité des personnes, donc personnes seules ou familles, orienter directement vers une mise à l'abri, et comme on a pu le voir dans la slide précédente, un centre d'hébergement d'urgence, un centre d'hébergement de réinsertion sociale ou bien un hôtel social. Après ce parcours on va dire d'urgence, on a également une seconde continuité, on a un parcours insertion qui lui est réellement l'entrée de la personne dans un processus d'accès au logement, en tout cas d'accès à une solution adaptée à ses besoins. Les personnes sans domicile désormais mises à l'abri vont rencontrer des travailleurs sociaux qui vont produire des évaluations sociales approfondies pour lister l'intégralité de leurs besoins. Et le SIAO, qui est la plateforme et la clé de voûte du service public de la rue au logement, va émettre des orientations, donc en hébergement long séjour, comme je vous le disais dans la slide précédente, ou bien en logement adapté avec des pensions de famille, des résidences sociales, ou bien des foyers de jeunes travailleurs, ou directement du logement social lorsque la situation des ménages le permet. Peut-être aussi, dans ces éléments de cadrage nationaux, rappeler quelques grands principes du fameux plan logement d'abord 2023-2027 qui est porté par la DIAL avec 4 grands objectifs, celui de casser finalement ce parcours en escalier des personnes et des ménages qui viendraient à solliciter le SIAO. C'est l'accès au logement le plus rapidement possible, sans préjugés de réussite ou d'échec, c'est très important. Il n'y a plus cette notion de savoir habiter. On part du principe que les personnes qui sont en attente et en besoin de logement social doivent directement intégrer au plus rapide et les logements sociaux, avec évidemment un accompagnement qui se veut individualisé, sur mesure, et qui doit passer évidemment par une confiance réciproque entre la personne qui accède au logement et l'équipe d'accompagnement social. C'est évidemment de respecter le choix des personnes et l'aval et le consentement des personnes. Là, on vous a mis quelques grands objectifs fixés pour le plan logement d'abord 2023-2027, donc notamment 145 000 attributions de logements sociaux à des ménages
sans domicile. C'est un objectif ambitieux, mais nécessaire. On a aussi de la construction de pensions de famille ou bien du logement adapté avec 30 000 places créées en intermédiation locative, en IML notamment. Toutes ces directives toutes ces directives nationales et ce cadrage national, il a une incidence évidemment en région Occitanie, et on voulait vous présenter quelques chiffres, celui par exemple de la demande au 115 avec 33 000 personnes différentes qui ont sollicité le 115 en 2025, c'est-à-dire environ 2700 personnes différentes par mois qui sollicitent le 115, donc c'est assez important. Pour y répondre, l'Occitanie met à disposition au 31 décembre 2025 11 682 places en moyenne pour répondre aux besoins d'hébergement et de mise à l'abri des publics les plus vulnérables, et avec un taux d'équipement qui le place 7e au niveau national avec 1,8 places pour 1000 habitants, places d'hébergement. Cette traduction de chiffres se fait par les deux cartes que je vous montre, qui sont à la fois ici pour montrer la polarisation, si vous voulez, des places en Occitanie, avec évidemment les deux grandes métropoles de Toulouse et Montpellier, mais on peut voir tout de même, par le taux d'équipement, que les autres départements ont des taux d'équipement importants et qui sont fixés et déterminés par la pression notamment du parc et du 115 pour répondre aux besoins des publics les plus vulnérables. Et enfin, le schéma de droite est plutôt la situation du parc d'hébergement avec la répartition du parc d'hébergement qui est composé largement à plus de 50, quasiment 50% de places d'hébergement d'urgence, mais également de 25% de places de CHRS et 25% de places d'hôtels qui visent littéralement à la mise à l'abri immédiate. On est sur un parc en transformation, puisque évidemment la partie CHRS et hors CHRS, ce sont 75% finalement du parc qui est à destination des publics vulnérables, et qui vont permettre un accompagnement social de qualité, un accompagnement vers le logement social. Et c'est ici que je laisse la parole à mon collègue, monsieur Gérardi. Merci beaucoup, Adrien. Déjà, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là. Donc, je vais me concentrer sur l'essentiel. Je vais essayer de vous donner quelques clés pour comprendre un peu mieux l'écosystème du logement social, et notamment pour les publics les plus vulnérables, comment ça marche, où ça bloque, et ce que cela dit à peu près de la réalité de notre territoire. Évidemment, libre à vous par la suite d'aller creuser les sujets qui vous intéressent. Alors, l'Occitanie compte aujourd'hui près de 337 000 logements locatifs sociaux, ce qui représente à peu près 11,7% des résidences principales de la région. Le poids du logement social dans notre région, il demeure inférieur à la moyenne nationale. L'Occitanie, historiquement, avait du retard en matière de production de logements sociaux, et le territoire, il reste marqué évidemment par une forte attractivité démographique, et de fait par des besoins qui sont de plus en plus importants, et notamment en matière de logement abordable. Concernant la demande, je vais être très clair, le système il est sous une pression immense. En Occitanie, au 31 décembre 2025, plus de 155 000 ménages sont en attente d'un logement social. Ça représente une hausse de 5% en un an. Et comme vous l'avez vu dans la slide précédente, contre une augmentation de 1,7% du parc. Et petite alerte spoiler, ça continue d'augmenter en 2026. Si on ajoute les ménages déjà locataires du parc social qui demandent un changement de logement, on frôle les 218 000 demandes. Donc ceux qui sont déjà dans le parc social, ils restent plus longtemps, et mécaniquement ça limite les entrées pour de nouvelles personnes. Comme vous le voyez sur la cartographie qui vous est présentée, donc on a des zones très tendues dans les grosses agglomérations, notamment Haute-Garonne, Hérault, Gare. Dans ces zones, le rapport entre le nombre de demandeurs et le nombre de logements effectivement attribués dépasse 4, 5, voire 6 pour 1. Mais on voit en général que l'offre ne suit pas la demande dans l'ensemble des 13 départements occitans, même les plus ruraux.
Alors, face à ce constat, la question naturelle, c'est évidemment que produit-on? Donc, le graphique que vous avez sous les yeux retrace 10 ans de construction de logements sociaux. Donc, on a eu une période de baisse ces dernières années, notamment liée au Covid. Et l'année 2025 marque un rebond avec environ 10 000 logements financés. Nous avons bon espoir que ce rebond se maintienne en 2026. Mais pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, pour les publics les plus précaires, il faut regarder un type de logement particulier, donc c'est les PLAI, en violet le plus foncé. Il s'agit donc, c'est les pré-locatifs aidés d'intégration, et il s'agit du niveau de logement social avec les loyers les plus faibles. Donc c'est vraiment réservé aux ménages disposant de faibles ressources. Et donc sur ces 10 000 logements, un peu plus de 3 200 sont des PLAI. Donc je pense qu'on comprend vite l'enjeu, 10 000 nouveaux logements par an face à 150 000 demandeurs. Donc, on essaye également de financer des réponses un petit peu plus spécifiques qui combinent logement et accompagnement social. Je ne vais pas m'étendre, mais nous avons pu financer donc en 2025 environ 300 PLAI adaptés. Donc, ce sont vraiment des offres qui sont destinées à des personnes en grande précarité et près de 750 places en structure. Donc, par structure, on entend les pensions de famille, résidences sociales, résidences accueil, centres d'hébergement. Alors, ça peut paraître une goutte d'eau vu comme ça, mais c'est très très important pour les personnes qui sont pas encore prêtes, évidemment, à assumer un logement autonome classique et qui ont besoin d'un cadre plus sécurisant. Parce que pour l'instant, nous n'avons pas assez de logements. Tout l'enjeu des pouvoirs publics depuis une dizaine d'années, ça a été d'optimiser la façon dont on attribue les logements qui se libèrent. Je ne vais pas vous faire un cours de droit aujourd'hui sur les lois Allure, Elan ou 3DS. À retenir plutôt deux grands principes qui ont changé le quotidien des professionnels, la cotation et la gestion en flux. La cotation, donc, c'est le fait de donner des points aux demandeurs en fonction de leur situation et de leur urgence. L'idée, c'est de rendre l'examen des dossiers plus transparent et plus lisible, donc plus équitable. Et la gestion en flux, c'est ne plus figer à l'avance logement par logement. Avant, tel logement précis était réservé à un réservataire précis. Aujourd'hui, on raisonne en pourcentage global sur l'ensemble des logements qui se libèrent. Le but, c'est d'avoir plus de souplesse, trouver le bon appartement à la bonne personne et puis évidemment avoir moins de vacances. Donc ces outils, ils ont permis quand même un peu plus de réactivité, d'équité. À noter évidemment la difficulté de les faire vivre dans le contexte de pénurie de logements que l'on connaît. Alors, au-delà de ces textes, qui a la main pour loger les ménages? Le parc social, il est partagé entre différents financeurs en Occitanie. Donc, l'État peut proposer des candidats sur environ 25% des logements et 5% supplémentaires sont réservés aux contingents fonctionnaires qui restent mobilisables par ailleurs, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails. Et ensuite, Action Logement, les mairies, les collectivités et les bailleurs sociaux disposent de leur propre contingent. Alors, l'image que vous avez en face de vous, c'est un exemple. Hein. Les proportions entre contingents, hormis celui de l'État, varient selon le financement, le type de foncier, les conventions locales. La politique du logement d'abord a posé un principe assez clair de solidarité, c'est que l'État met 100% de sa part au service des publics prioritaires et la loi demande aux autres réservataires de consacrer au moins 25% de leur part au moins de 25% de leur part. Donc, sur le terrain, ça se traduit comment? Ça veut dire que concrètement, pour les publics les plus vulnérables, l'effort il est partagé entre l'État, les collectivités, Action Logement et les bailleurs. Alors, sur ce slide, donc, ça nous permet d'illustrer un petit peu ce que vivent les ménages. C'est un parcours type d'accès au logement social. C'est un parcours type qui est très simplifié. Les professionnels présents le savent. Donc, c'est un cheminement où le SIAO, comme le précisait Adrien, joue le rôle de tour de contrôle en évaluant les personnes à la rue ou hébergées.
Ensuite, il faut obtenir un numéro unique d'enregistrement via le système national d'enregistrement. Enfin, l'État peut alors prioriser certains dossiers en fonction des critères réglementaires. On mobilise ensuite le contingent d'un réservataire, donc comme je disais tout à l'heure, l'État, les collectivités, Action Logement, etc. Et enfin, le passage à la Caléole, donc la commission d'attribution. Le SIAO propose, mais c'est bien la Caléole qui, en fin de compte, décide. Et si tout cela aboutit positivement, on arrive enfin à l'entrée dans le logement. Donc, ça montre bien que chaque acteur a un petit bout, un morceau de la solution. Et aussi un pouvoir de blocage potentiel. Alors, cette théorie et regardons un petit peu les résultats concrets pour 2025. Donc en 2025, sur 31 000 logements sociaux attribués en Occitanie, 4,7% ont permis de loger des personnes qui vivaient en hébergement généraliste et 2,46 ont bénéficié à des personnes sans abri. Donc l'enjeu, il est assez clair, hein, et Adrien l'a très justement rappelé, c'est les centres d'hébergement qui sont saturés, mais la porte de sortie vers le logement social, il reste extrêmement étroite pour les personnes sans domicile ou hébergées. L'objectif national est fixé à 5%. Je voudrais terminer juste sur un point fondamental qui figure pas dans cette présentation, mais qui est au cœur de l'enjeu et qui fera le relais avec les prochains intervenants, c'est le maintien dans le logement. Alors, attribuer un appartement, c'est très bien, mais concrètement, ça suffit pas. Derrière, s'il n'y a pas un accompagnement social solide, il y a vraiment risque réel que quelques mois plus tard, ce soit une rupture de bail et malheureusement, parfois un retour à la rue ou à l'hébergement. Donc, la règle, c'est éviter à tout prix les expulsions locatives. Merci à tous pour votre attention. Je sais que ça a été rapide et court et je vais laisser Adrien conclure. Merci Arnaud. Alors, on ne voulait pas terminer ce premier temps et cette première présentation sans évidemment parler de la feuille de route régionale qui est issue de la circulaire du 24 juillet 2025. Alors, qu'est-ce que c'est que cette circulaire du 24 juillet? C'est une circulaire nationale qui pose le principe, qui érige le principe de la fluidité au sein de l'hébergement vers l'accès au logement. Et donc, nous avons en Occitanie une feuille de route au niveau de l'adresse avec 6 grands axes majeurs qui reprennent cette circulaire. Le premier grand axe, je vous laisserai évidemment revenir au support si vous voulez approfondir vos connaissances. Je vais présenter les 6 grands axes. Le premier, c'est l'identification des ménages en long séjour. C'est le principe selon lequel il y a nécessité de plus d'évaluation, ou en tout cas de mise à jour des évaluations des ménages qui seraient depuis un certain temps dans les structures d'hébergement et qui n'auraient pas une mise à jour de leur situation pour leur permettre, avec les nouvelles informations et les nouvelles données qui les concernent, de pouvoir accéder peut-être plus facilement au logement social et un passage donc en Caléole. C'est aussi l'amplification de l'accès au logement social. Alors là, on parle d'uniformisation des pratiques, c'est de l'animation territoriale au niveau de la région pour que les bonnes pratiques soient diffuses et notamment en matière on a parlé de CIPLO, mais on parlait aussi de SNE, pardon, mais on parle aussi de CIPLO. On parle aussi de la mobilisation du contingent préfectoral accru. Arnaud en a parlé, mais c'est de vraiment mobiliser l'intégralité du contingent préfectoral pour permettre aux personnes les plus vulnérables d'avoir accès au logement ou au logement adapté. C'est renforcer évidemment l'accompagnement en santé avec nos collègues aussi de l'ARS, puisque l'accès au logement s'entend aussi est multifacette, et donc il y a une partie, il y a un volet évidemment santé pour le public les plus vulnérables. Il y a aussi un volet emploi, donc c'est les doubles facettes multicasquettes, l'accès à un accompagnement renforcé en santé et l'accès à l'emploi. Et enfin, pour terminer, c'est de poursuivre la réforme des SIAO, c'est d'ériger le principe que l'accès au logement est désormais un objectif obligatoire, un impondérable, et qu'il faut absolument faire en sorte que collectivement, nous arrivions à faire en sorte que les personnes et les publics vulnérables arrivent à ce graal d'accès au logement et d'arriver à minima à ce seuil de 5%. Et mon intervention est désormais terminée. Merci, messieurs. Merci pour toutes ces informations. J'en profite pour rappeler que votre support de présentation et tous les supports de présentation seront disponibles, sont adressés aux participants dans les jours à venir et seront également
mis en ligne après sur notre site web. Alors, Anthony Jiménez qui nous dit: est-ce que les gens du voyage sont considérés comme sans domicile fixe? Les personnes qui habitent en campement et en bidonville sont considérées comme des personnes sans domicile. Donc, effectivement, les gens du voyage sont bien considérés comme personnes sans domicile fixe et peuvent, pour ce faire, faire une squat aussi. Oui, je vois dans le chat squat aussi, évidemment. Campement, squat, bidonville, toutes les populations qui sont dans ces situations extrêmement précaires peuvent faire l'objet d'évaluation, et c'est souvent le cas d'ailleurs par des associations ad hoc et qui travaillent en lien étroit avec les SIAO, avec des évaluations sociales plus ou moins complètes. Merci pour cette réponse. Xavier Dupuis vous demande: est-ce que les conseils départementaux n'ont pas un rôle pour instruire une priorisation à l'accès au logement? Je croyais qu'ils disposaient d'un contingent aussi. Merci. Merci. Alors là, c'est plutôt de mon côté. Alors, en effet, les conseils départementaux peuvent disposer d'un contingent de réservation sur les logements sociaux, mais c'est pas automatique. Alors sur la slide qu'on vous a présenté, on a volontairement mis les situations qui sont de fait automatiques, mais les conseils départementaux peuvent obtenir ces droits de réservation et ça dépend du financement qu'ils ont sur des opérations de logements sociaux, des subventions, des garanties d'emprunt, et c'est souvent des conventions directement avec le bailleur social. Peut-être juste pour compléter aussi également le fait de rappeler le travail important des travailleurs sociaux dits de secteur pour les conseils départementaux, qui sont une pierre aussi, une pierre angulaire, et qui sont un rouage effectif dans cet accès au logement des personnes les plus vulnérables. Évidemment, on connaît l'accompagnement social qui peut être proposé par les associations, mais les travailleurs sociaux de département sont évidemment à solliciter et sont sollicités pour les évaluations et les mises à jour des situations des ménages qu'ils auraient en charge, et qui ensuite transmettent sur le SI et SIAO au SIAO pour ensuite rentrer dans un parcours d'accès au logement social. Merci. Jean-François Bouilléry vous demande, Monsieur Maisonneuve, dans les chiffres, est-ce que vous n'auriez pas oublié les femmes maltraitées? Alors, non, a priori, les chiffres que je vous ai présentés représentent l'intégralité du parc d'hébergement et donc les publics spécifiques. Alors, vous mentionnez les femmes maltraitées, les femmes victimes de violences, alors souvent intrafamiliales, mais ce parc d'hébergement s'adresse à la fois aux femmes victimes de violences, mais également, on peut parfois les oublier, mais aux femmes enceintes ou aux femmes sortant de maternité qui ne bénéficient pas d'une solution d'hébergement. Donc, on est sur vraiment l'intégralité du public. Je ne vous ai pas abreuvé non plus de sigles, mais évidemment, une partie du parc est aussi dédiée aux personnes sortant de prison. Donc, on est en partenariat avec le SPIP, avec tout ce qui est la pénitentiaire. On est aussi en lien avec des sortants potentiels d'ASE. Donc, non, on est sur vraiment l'intégralité du parc, avec l'intégralité des publics. Et les femmes maltraitées ou victimes de violences en font évidemment partie. Merci pour ces précisions, Monsieur Bouilléry. Du coup, je vous invite à nous rejoindre, puisque de toute façon, nous allons poursuivre, là, il est 10h35, ensemble, pour voir si ça répond à votre question. J'ai des questions parce que les femmes victimes de violences, je trouve que c'est pris un petit peu par-dessus l'épaule, parce que pour moi, c'est une urgence primordiale. Suite à de nombreuses plénières, j'ai rencontré des femmes dans certaines situations, quelles qu'elles soient enceintes, qu'elles soient mises à la rue, qu'elles soient maltraitées, qu'importe, mais le délai est tellement long. La dernière que j'ai rencontrée, ça fait 3 ans et demi. C'est une femme battue. Ça fait 3 ans et demi qu'elle veut changer de région parce qu'elle a peur que son mari va sortir de prison. Hein? Je trouve un peu long. Voilà. Alors, peut-être je vais faire une réponse très très courte sur le sujet. Effectivement, les femmes victimes de violences font partie
puisqu'il y a nécessité, vous avez vu, que le parc d'hébergement ne peut pas répondre à l'intégralité des demandes. Il y a une priorisation qui est extrêmement forte sur le public femme victime de violence, qui est souvent, on le sait, hein, en danger de mort parfois immédiat. Donc, il y a une priorisation qui est extrêmement importante sur ce public-là. Et peut-être pour aller dans votre sens, le public femme victime de violence a bien été identifié comme étant prioritaire, puisque depuis décembre 2025, on a une circulaire aussi sur le sujet qui demande à généraliser, ou en tout cas à accélérer la mise en place de protocoles, soit départementaux, soit interdépartementaux, pourquoi pas interrégionaux, pour mettre à l'abri les femmes victimes de violences. Donc, c'est bien un sujet qui est identifié au niveau national, et on a pour objectif de déployer le plus rapidement possible, parce qu'effectivement, encore aujourd'hui, on a des situations dramatiques qui auraient peut-être pu être évitées avec de la coordination, et en tout cas de l'interconnaissance plus poussée entre acteurs. Pardon. Je vous remercie, M. Bouilléry, pour votre question et cette interpellation sur les femmes victimes de violences. Et à vous deux, M. Maisonneuve et Gérardi, merci pour toutes ces informations. S'il y a d'autres questions qui viennent entre-temps vous concernant, on vous les relaiera. Et donc, je vous invite à retourner en coulisses et je vais poursuivre cet entretien avec M. Bouilléry. Merci beaucoup. Dans les faits, comment ça se passe pour ces personnes qui vivent ou ont vécu cette transition plus ou moins rapide de l'hébergement vers le logement? Quels sont les principaux freins à l'accès au logement et quels sont les facteurs qui, au contraire, améliorent sensiblement les chances de succès de ces parcours? C'est ce que nous allons voir maintenant avec vous. Vous allez nous rapporter la parole des personnes vulnérables qui participent au groupe de travail du CRPA. Et vous allez, pour commencer, vous nous présenter le CRPA, si vous voulez bien, son rôle, qualité de fonctionnement. Tout à fait. Donc, je me nomme Jean-François Bouilléry, je suis délégué du CRPA Occitanie. Le CRPA, c'est le Conseil régional des personnes accompagnées. Et le rôle du CRPA, c'est de reporter la parole de tous ces gens qui sont en difficulté au niveau précaire, quelle que soit leur situation. Il n'y a pas de jugement au niveau du CRPA. Nous sommes les porte-parole au niveau des grandes instances de l'État pour pouvoir améliorer, voire, je dirais, les aider pour une amélioration pour le logement, pour la santé, etc. Voilà. Et donc, nous sommes avant tout une instance, nous ne sommes pas une association, par le décret du 26 octobre 2016. Donc, nous sommes indépendants. Notre travail principal, c'est on dirait, la courroie de transmission entre les gens de la rue et l'État. Voilà. D'accord. Et vous, en tant que délégué, donc c'est un relais global de cette parole que vous faites, c'est ça? Tout à fait. Et en plus, on fait partie de pas mal de commissions, style du CRV, du CRH, de la commission d'ALLO, etc., de certains CIAO aussi. Et donc, nous représentons les gens qui sont en précarité au niveau de ces instances. D'accord, merci. Chaque histoire est particulière, hein, vous nous le disiez quand on préparait ensemble cet événement. Donc, il est difficile de faire des généralités, évidemment. Hein, chaque parcours est spécifique de tout un tas de facteurs, et notamment à commencer par le territoire, hein, qu'il soit rural, urbain, etc. Mais le CRPA a quand même réussi à identifier des freins à l'accès au logement des personnes sans domicile. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui revient régulièrement? Quels sont ces principaux freins que vous avez identifiés? Le premier frein, c'est déjà le manque de logement. Des dossiers très longs qui sont au niveau administratif très longs. Alors, suivant si vous êtes sans papier, si vous êtes directement à la rue, si vous êtes déjà dans une institution, etc. Et donc, tous ces freins-là, même que c'est très long, et quelquefois les gens en ont marre, donc arrêtent, ça c'est la première chose. Et au niveau aussi, ce qui fait qu'au niveau de la santé mentale, ces gens-là qui sont déjà en précarité et je dirais très fragiles,
deviennent de plus en plus fragiles. Parce que le logement, c'est une chose importante pour elles et qu'il faut absolument penser, avoir aussi un accompagnement suite à ce logement. Parce qu'une personne qui vient de la rue, qui va dans un logement, va se sentir perdue. C'est plus le même environnement, etc. Donc, elle va se trouver perdue. Donc, cette personne-là, il faut qu'elle soit accompagnée par un père aidant, par les référents, par les assistantes sociales, mais pour un accompagnement, un suivi très important. Ok, on va revenir après sur ces questions d'accompagnement. Quand vous nous parliez là du principal frein, et qui a été largement évoqué par messieurs Gérardi et Maisonneuve par rapport au manque de logement, on parle de manque de logement, vous disiez manque de logement propice à la stabilité. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Quand vous faites, vous voulez créer des logements, il faut aussi penser au pôle santé, si la personne peut trouver un emploi aussi, la mobilité. Donc, en fin de compte, le logement, c'est tout un ensemble. Et si vous ne le prévoyez pas, je comprends que la personne que vous envoyez dans le monde rural ne veuille pas ce logement. Parce que s'il n'y a pas de mobilité, s'il n'y a pas de santé, etc., je la comprends. Et une personne même tout à fait normale n'irait même pas. Donc, il faut qu'on développe tout un ensemble autour du logement. Et ça, c'est important. Il faut prévoir le logement, mais tout, il faut tout prévoir. Parce que la personne va se sentir, elle ne peut pas aller voir son médecin, elle ne peut pas avoir un suivi de psy, elle ne peut pas aller voir son kiné, etc. C'est très important, tous les sujets à côté. Nous, on n'y pense pas parce qu'on l'a. Mais ces gens-là, si vous les envoyez dans un endroit où ils ne connaissent pas, ils vont être complètement perdus. Donc, il faut préparer le passage de la rue ou de la structure vers un logement, mais complet. Parce que l'alimentaire, c'est très cher. Donc, si vous vous trouvez dans le monde rural ou dans des communes, automatiquement, ça sera très cher. La personne ne pourra pas, justement. Donc, il faut prévoir toutes ces choses-là. Avoir des associations avec le monde agricole, il y a plein de choses à créer tout autour. En plus, ça va créer des emplois. Et peut-être que ces personnes-là pourront travailler justement dans ce genre de trucs. Il nous a été rapporté des logements que personne ne veut. Je prends un exemple tout simple que j'ai entendu il n'y a pas longtemps. Un logement juste à côté des locales poubelles. Parce qu'il y avait les odeurs, les mouches, etc. Personne ne voulait, donc on le donne à un sans-abri. On s'en fout, il va le prendre. Là, il y a le problème. Donc, c'est une personne comme une autre, c'est un être humain, on doit le respecter. Donc, on doit absolument lui donner un logement viable et aussi, il faut qu'il ait le choix. Parce que quand vous retournez dans des bidonvilles, etc., ce n'est pas logique. Il faut que ces gens-là puissent avoir au moins des logements adaptés à leurs besoins. Et ça, c'est important. Ok, merci. Alors, vous avez également relevé, le CRPA a relevé également des facteurs qui sont propices au maintien dans le logement et plus largement à la stabilité du parcours global vers l'autonomie. C'est l'accompagnement avec le logement. Parce que beaucoup de personnes, soit au niveau santé, soit au niveau pécunier, soit au niveau administratif, ils ont des difficultés. Ça peut être la langue, ça peut être parce que la personne ne sait pas écrire ou ne sait pas lire. Il y a plein de choses qui interviennent ou des gens qui ne se sentent pas aptes à prendre ce logement seul. Donc, ce qui est important, c'est les pères aidants, c'est tout ça, l'accompagnement, c'est, je dirais, 80% d'un logement qui va être pérenne. Parce que la personne, on va tout doucement l'amener vers une autonomie tout doucement. Elle va comprendre, on va lui expliquer. Parce que quand vous le mettez directement dans l'appartement, elle ne connaît pas tous les trucs, l'électricité, le gaz ou quoi que ce soit. Des fois, elle est complètement perdue au niveau. Elle panique et c'est là que justement, tous les problèmes arrivent et qu'elle abandonne le logement. Alors, vous disiez tout doucement, c'est-à-dire qu'à selon vous, il devrait commencer quand cet accompagnement? À partir de quel moment il faudrait le mettre en place de façon pour que ce soit optimal? À partir du moment que la personne fait la demande d'un logement social, il faut déjà lui apprendre ce que ça va être, comment il faut être,
comment elle doit se comporter au niveau de l'administration, lui apprendre les choses à faire, toutes ça, que nous on trouve toutes ça, mais qui pour elles vont être d'une difficulté peut-être énorme. Hein. Donc c'est un apprentissage qu'on doit lui faire avant de prendre son logement, et après de continuer pendant un certain temps, jusqu'à temps qu'on s'aperçoive que cette personne est en autonomie totale. Vous parlez aussi de l'importance de la visite préalable du logement. C'est une chose importante parce que j'estime une chose, ils estiment surtout que la visite d'un appartement est importante. Pourquoi? Quand vous n'avez pas visité un appartement, vous ne savez pas où vous allez, c'est un choc. Tandis que de voir son appartement, déjà on peut se mettre dans sa tête, tiens, je vais peut-être faire ça, etc. Parce qu'en plus de ça, un appartement qui est vide, il faut le meubler. Donc, il y a une aide financière importante aussi à ce niveau-là. Ou soit un don ou quoi que ce soit. Il faut l'aider. Il faut lui faire comprendre comment il faut faire. Ce n'est pas évident. Donc, c'est important qu'elle visite, comment elle veut l'aménager. Donc, elle peut se mettre déjà dans sa tête les solutions qu'elle peut apporter à son futur logement. Ça permet également du coup de connaître le territoire, d'apprendre un petit peu le territoire s'il y a un changement géographique. De faire connaître tout l'environnement du logement, avec les commerces, le pôle santé, etc., la mobilité, parce que ce qui est important aussi, c'est qu'on a un gros problème, sauf dans les grandes métropoles, bien sûr, mais tout ce qui est rural ou semi-rural, même, je dirais, entre la métropole et le rural, c'est que la mobilité, on n'y pense pas. Hein. Et ça, c'est important. Parce qu'une personne, si elle ne peut pas se déplacer, ce qui va se passer, ça va être l'isolement. Donc, isolement veut dire difficulté à se remettre bien dans sa peau. Donc, ça, c'est important. Père aidant, vous avez les pères aidants, c'était une solution qui devrait être développée, parce qu'en fin de compte, les pères aidants, ça permet que la personne est visitée de temps en temps, elle peut l'accompagner, elle peut l'aider, elle peut faire plein de choses. L'accompagnement est primordial au niveau d'un logement. Okay. Quelles que soient les solutions adaptées à la personne suivant ses problèmes, ses pathologies, mais ce qui est important, c'est un accompagnement continuel. Et puis après, bon, c'est d'avoir la personne qui l'accompagne, de voir comment se passe la suite et de gérer ça. Ok, merci. Là, on parlait de logement autonome, hein, surtout, enfin voilà, de rentrer dans un logement autonome, mais finalement, il y a, vous, M. Gérardi et M. Maisonneuve en parlaient tout à l'heure, il y a d'autres modalités d'habiter. Est-ce que vous pouvez nous citer des dispositifs qui proposent d'autres modes d'habitat et dont vous avez remarqué qu'ils étaient plutôt opérants, fonctionnaient pas mal? Vous parliez également des pensions de famille. Et c'est une des meilleures solutions qui existent à l'heure actuelle. Parce qu'il y a un suivi et que là, au moins, on est sûr de ce qu'on fait. D'accord. Et le CHRS hors les murs, dont vous me parliez également, quel est le point commun, en fait, finalement, de ces... Pourquoi ces dispositifs, selon vous, ils fonctionnent bien? Parce qu'il y a un accompagnement. C'est l'accompagnement qui est le plus important. Parce que c'est bien beau de trouver un logement, c'est bien, c'est très bien même, mais quelquefois, les personnes ne sont pas aptes à gérer leur logement eux-mêmes. Donc, il faut une aide absolument. D'abord, je dirais en amont, pour pouvoir leur expliquer ce qui va se passer, comment ça va se passer. Vous avez les bails glissants, qui est une bonne solution. Parce que là, c'est un apprentissage vers l'autonomie au niveau de la gestion de son appartement. Et tous ces facteurs-là permettent que ça se passe bien après. On va prendre les quelques questions qui arrivent. N'hésitez pas à les formuler. Questions ou remarques, hein, évidemment. Dorothée Blancpain vous dit l'IML, donc intermédiation locative avec bail glissant, vous en parliez à l'instant, est une des réponses dans l'accompagnement vers le logement et le savoir habiter, entre guillemets. Malheureusement, les bailleurs privés s'engagent de moins en moins dans ce dispositif. Je pense que l'État devrait intervenir à ce niveau-là pour obliger le privé d'avoir un certain pourcentage de bail glissant, parce qu'en fin de compte, c'est une protection pour eux, hein, à la base. Et je pense qu'on devrait faire un effort énorme à ce niveau-là, parce que c'est pour moi, une des meilleures solutions pour quelqu'un qui va avoir son autonomie
mais qui a besoin d'un laps de temps pour se mettre en marche. Donc, je pense que c'est une chose à développer, même avec le privé, parce que le privé devrait absolument se mettre dans le jeu. Ok. Afida Raoui nous demande, pourrait-on avoir la définition du concept savoir habiter? Je ne sais pas si… Le savoir habiter, c'est-à-dire, c'est de respecter son logement, respecter son environnement, si on est dans un HLM ou dans une pension familiale. Il faut savoir, une pension de famille, c'est qu'il faut savoir une chose, c'est que, comme je dis toujours, on a des devoirs et aussi il faut avoir un respect mutuel entre tout le monde. Et ça, c'est important. Donc, savoir habiter, c'est de se dire, bon, ben, j'ai quelqu'un à côté de moi, mais bon, je le connais pas, je le respecte et il va me respecter. Donc, c'est important ça aussi. C'est d'apprendre les gens à se respecter mutuellement. Aurélie Linares. Bonjour, je travaille sur le dispositif d'intermédiation locative dont l'accompagnement se fait sur un maximum de 18 mois et ce temps ne permet pas toujours d'aller jusqu'au bout de l'accompagnement nécessaire selon la personne. Et effectivement, les loyers appliqués par le parc privé rendent aussi l'accès au public en matière de taux d'effort. L'accompagnement, je pense qu'on ne peut pas donner de temps. Comme disait la dame, là, 18 mois, peut-être que cette personne a besoin de plus pour X raisons. Comme je dis, chaque cas est différent. Vous allez avoir une personne au bout de 6 mois va très bien comprendre, l'autre il va prendre 2 ans. Et ça, je pense que d'avoir des barrières sur l'accompagnement, la durée, tout dépend de la personne. C'est pour ça que j'en viens à dire que les pères aidants qui n'ont pas ils peuvent rester 1 an, 2 ans, 3 ans, est une solution la mieux adaptée pour ce genre d'accompagnement. Mélanie Giraud nous dit, dans le cadre des logements diffus, colocation, lorsque nous gérons des mesures de protection, cela peut être délicat de proposer ce type de logement à nos protégés. Pour une grande majorité de nos protégés ayant des troubles psy, cela ne peut être une solution. Que pouvons-nous leur proposer dans ce cas? Alors, les troubles psychologiques, je ne suis déjà pas médecin, déjà, hein, c'est la première chose. Comme je disais tout à l'heure, c'est au cas par cas. Je pense que si on le met dans un appartement en diffus, c'est que je pense qu'on sent que la personne est capable déjà d'être en appartement seul ou accompagné, qu'importe. Mais je pense que c'est au jugement de la structure de voir si cette personne est capable, même avec sa pathologie, d'avoir l'appartement. C'est ce qui est le plus important. Didier Bergeron nous dit il y a aussi la question des animaux qui se posent. Alors, le problème des animaux, c'est un réel problème, surtout quand il y a une pension, c'est en pension de famille, en CRS. C'est encore une chose qui est au cas par cas, parce que dans des immeubles, il y en a qui veulent, les animaux ne seront pas acceptés. Quand vous êtes dans une structure, amener son animal, est-ce que les autres vont l'accepter? Est-ce que c'est très délicat? Je crois qu'à l'heure actuelle, il y a quelques structures qui acceptent les animaux, mais qui est quand même difficile à gérer. Christelle Fatou témoigne, nous sommes un petit opérateur en bail glissant, mais nous sommes confrontés à la difficulté de faire concorder le type de logement à capter et les familles orientées qui ne souhaitent pas forcément être déracinées à l'autre bout du département. Et surtout, l'assaut est vu comme un pare-feu. Et donc, il est difficile d'obtenir le glissement au bout de 12, voire 18 mois. Et oui, le problème géographique dans le logement est un réel problème. Parce que les difficultés déjà, bon, quand vous voulez rester dans votre ville ou dans votre département, c'est déjà difficile. Mais de changer de département, c'est encore plus délicat parce que l'échange entre les administrations sont très longues et voire inexistantes. Alors que
dernièrement, la dernière plénière que nous avons faite, d'ailleurs, j'ai trouvé une chose qui était très intéressante, c'était les logements interchangeables. C'est-à-dire une personne qui, je prends l'exemple, qui est à Montpellier, mais qui voudrait être à Perpignan, pourquoi pas qu'il y ait une personne à Perpignan qui voudrait venir sur Montpellier. Donc, on interchange les logements, c'est une possibilité aussi. Donc, il faut étudier toutes ces possibilités. Et en venant au bail glissant, c'est vrai que c'est délicat si la personne le refuse. Florence Lestage répond en partie à la question concernant les troubles psy pour les personnes ayant des problèmes de santé. Les résidences accueil, qui est un type de pension de famille, sont une bonne solution. Elles sont hélas encore peu développées. Oui, effectivement, c'est vrai. Il y en a très peu. Merci, Monsieur Boulieri. Je vais maintenant accueillir les prochains intervenants. Et je vous invite à rejoindre les coulisses. Merci beaucoup, monsieur. Alors, nous venons de le voir, le passage de l'hébergement au logement constitue une étape de transition complexe qui mobilise simultanément, de façon imbriquée, les dimensions administratives, sociales, professionnelles, sanitaires et relationnelles. Nous allons maintenant écouter les représentants du SIAO de l'Aude et puis en suivant les représentants de bailleurs sociaux qui vont nous faire un retour sur des actions innovantes qu'ils mènent dans le but de favoriser le maintien dans le logement. Merci de m'avoir rejoint. Le SIAO de l'Aude a mis en place une mission de veille sociale pour assurer le suivi des ménages après leur accès au logement. Je vous écoute, nous vous écoutons nous parler de cette mission, mesdames. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors, le SIAO a déjà été évoqué à plusieurs reprises dans les interventions précédentes. Mais voilà, dans les grandes lignes, aujourd'hui, le SIAO, donc Service intégré d'accueil et d'orientation, centralise toutes les demandes des personnes sans abri sur un territoire, un département. Et grâce à la mutualisation des moyens d'hébergement et de logement adapté financés par l'État, permet une analyse des demandes et une redirection finalement en fonction des besoins sur les dispositifs qui pourront correspondre. Et c'est là finalement qu'on reprend les éléments qui ont été vus tout à l'heure autour de l'intermédiation locative, autour des résidences accueil, autour des CHRS. Tous ces dispositifs sont à la main du SIAO et du coup pilotés en termes d'orientation par les SIAO. Au niveau de la construction, on est au bénéfice directement des publics sur 4 pôles particuliers. Un pôle urgence, qui se coordonne autour du numéro 115, un pôle insertion, où là on est davantage autour finalement d'études des demandes et de la réorientation, comme on disait tout à l'heure, en fonction des besoins des publics rencontrés. Un pôle logement, et donc là c'est ce pôle-là qui nous intéresse aujourd'hui, avec une prise en compte de nos publics au sein des structures d'accueil, hébergement, insertion, pour travailler la fluidité des parcours, travailler l'accès et le maintien et l'autonomie au sein d'un logement autonome et définitif. Et le dernier pôle est autour de l'expertise sociale et tout ce qui va être en lien avec l'observation sociale, la compréhension du terrain, des besoins, des publics. Et finalement, c'est avec tout ça, tous ces éléments-là, qu'on s'est dit, alors oui, c'est bien d'accueillir les gens, c'est bien de les amener vers l'autonomie et du logement autonome, mais c'est encore mieux de ne pas les revoir, qu'elles ne reviennent jamais dans nos circuits. Et finalement, c'est autour de ça qu'on a recontextualisé un besoin de veille, ou en tout cas un besoin de visibilité sur nos publics ayant transité par nos parcours dits sans-abri vers le logement, avec une envie d'assurer une mission de veille sociale en aller vers. Le principe de se rendre disponible pour l'autre, c'est une absolue nécessité. En tout cas, c'est quelque chose qu'on prône au SIAO de l'Aude, avec cette volonté d'aller vers les ménages qui sont passés par nos structures, qui ont accédé à du logement autonome, pour, autant que faire se peut, anticiper les difficultés de maintien dans ce logement-là, et en fonction des problématiques repérées, du coup, réorienter vers les partenaires compétents grâce à une évaluation et une connaissance et une expertise certaine de notre territoire. Et du coup, je vais donner le micro à Manon qui intervient donc sur cette mission d'évaluation et de repérage des publics au sein des logements. Oui, bonjour. Donc effectivement, par rapport à la veille sociale qui a été mise en place donc à partir de septembre 2025, tout a été créé, donc c'est une expérimentation, donc forcément c'est revu et ajusté au fur et à mesure.
Ce qui a déjà été mis en place sur les modalités de la mise en œuvre, c'est une captation des ménages lors des commissions logement, c'est-à-dire les commissions logement pour les publics prioritaires. Voilà. Dans la captation des ménages, ce sont des ménages qui n'ont pas d'accompagnement social, qui n'ont pas d'ADVL, de mesures d'accompagnement vers et dans le logement, de mesures de protection, vraiment les personnes qui sortent sans bagage, on va dire sans veille. Sur la fréquence de la veille sociale, donc on est parti sur une fréquence d'appel de 1, 3, 6, 9, 12 et 18 mois. Voilà. Mais bien entendu, la fréquence, elle est vraiment ajustée selon la nécessité des situations. Donc, c'est aussi du cas par cas, parfois. Effectivement, donc, lors des premiers appels téléphoniques, quand je m'aperçois qu'une difficulté est vraiment repérée et ancrée, c'est là où on commence à faire une préévaluation de la situation et qu'on enclenche très rapidement les orientations vers les partenaires compétents, que ce soit sur du droit commun ou autre. Sur la volumétrie, maximum, on est parti sur 100 ménages par an. Là, actuellement, on est sur 64 ménages. Et sur le actif, on va dire, on est sur une quarantaine de ménages suivis, à peu près. Au niveau donc des sorties de structures d'urgence et d'insertion, au niveau de la veille sociale, donc une personne sur deux sort du dispositif d'intermédiation locative. Donc, on peut voir que ces résultats mettent quand même en tout cas en exergue le rôle central de l'intermédiation locative, qui travaille vraiment sur la progression vers un logement autonome. Les centres d'hébergement de réinsertion sociale ne représentent que 11% des sorties. Donc, on voit que vraiment l'IML, c'est une solution de transition pour sécuriser les parcours et enlever les derniers freins avant d'aller sur une autonomie résidentielle. Au niveau de l'accès au logement, 73% des sortants partent donc vers un logement autonome dans le parc social, contre 27% dans le parc privé. Donc, c'est là où on peut voir que dans cette répartition, il y a vraiment un rôle central des logements sociaux dans le parcours d'insertion des personnes accompagnées. C'est là aussi qu'on peut voir qu'on se heurte, on en a parlé aussi tout à l'heure, à des difficultés d'accès au parc privé, notamment au niveau des exigences des bailleurs et aussi au niveau du coût des logements. Sur la typologie des logements, donc en sortant d'établissement, donc on voit que les T3 et les T4 sont majoritaires et représentent à peu près la majorité, en tout cas la moitié des logements qui sont attribués. On voit effectivement la présence importante de familles au vu de la typologie. La faible attribution au niveau des petits logements peut aussi s'expliquer, à contrario, je pense, sur les tensions actuelles sur le marché du logement. Il y a très peu de petits logements et aussi c'est insatisfaisant par rapport à la demande. Au niveau de la typologie des ménages, effectivement, on voit que 58% des ménages ont accédé, des familles en tout cas, ont accédé à un logement pour 42% de personnes isolées. Et si on prend dans les chiffres pour creuser un peu sur les 58% des familles, il y a quand même 86% de familles monoparentales. Donc, on peut voir quand même, si on fait une petite analyse de la situation, que les personnes isolées ont d'autant plus de mal à accéder en fait, à un logement en raison de la rareté de la typologie aussi. Au niveau de la veille sociale, donc elle a débuté en septembre 2025 et j'ai pris des chiffres donc jusqu'en juin 2026. 6 ménages sur 10 sont engagés dans la veille sociale, ce qui témoigne quand même d'une certaine adhésion, en tout cas à ce dispositif. Et 42% donc, soit ne répondent pas, soit sont injoignables. Donc, c'est là où on peut s'interroger, en tout cas, sur le maintien d'un lien après la sortie de l'établissement, en tout cas d'une structure. Donc, sur le retour de l'expérimentation, on va dire à presque un an, on a pu voir qu'il y a vraiment une importance d'une veille à la sortie d'un établissement pour vraiment prévenir les ruptures de parcours et aussi faire un repérage précoce des difficultés. L'accompagnement social, et on en a parlé juste avant, sert vraiment et est nécessaire pour maintenir les ménages, en tout cas. Lors de mes échanges, j'ai pu voir que 45% des ménages bénéficient d'un accompagnement social avec un travailleur social à la sortie.
Donc, ça démontre vraiment d'un intérêt qu'il faut un relais vers le dispositif de droit commun, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment une systématisation du renvoi vers le droit commun à chaque entrée en logement autonome. Voilà. Et qui après peut se moduler l'accompagnement selon les besoins de la personne. Mais il y a un vif intérêt, en tout cas. Donc, renforcer aussi la préparation budgétaire en amont de l'accès au logement, puisqu'effectivement, lors des entretiens, on peut vraiment aussi se rendre compte des difficultés financières, en fait, qui sont des fois toujours présentes. 38% des ménages ont eu un refus de fonds solidarité logement, qui correspond à la premier mois de loyer, qui est vraiment une aide financière quand même assez importante et cruciale dans ce genre de cas. Et 28% évoquent des problématiques financières. Donc, effectivement, vraiment travailler en amont toute la préparation budgétaire pour aller sur un logement autonome semble vraiment pertinente. Donc, un rôle de médiation entre les bailleurs et les ménages. C'est vrai que dans plusieurs cas, on a pu se rendre compte que la veille sociale, elle permet vraiment de faciliter la communication entre le bailleur et le ménage. Parce que des fois, les familles n'osent pas forcément appeler le bailleur quand elles sont en difficulté financière ou administrative. Et c'est là justement le rôle de la veille sociale de dédramatiser un petit peu la situation et de faire le lien avec les travailleurs sociaux des bailleurs et aussi avec nous pour qu'il y ait en tout cas une prise en charge très rapide de leur situation et que ça ne reste pas à l'abandon. Donc, partenariat avec les bailleurs sociaux. Donc, nous, on a pris en tout cas le pied d'aller présenter le dispositif à tous les bailleurs sociaux, en tout cas du département. Et je pense que ça a vraiment permis qu'on soit repéré comme un interlocuteur privilégié. Et maintenant, c'est vrai que le bailleur nous sollicite même lorsqu'il repère des difficultés sur des publics sortant d'HAI, qu'on n'a pas forcément, nous, dans notre listing. Donc, il y a vraiment un travail de partenariat qui se met en place pour éviter justement les ruptures de parcours et les retours à la rue. Effet levier, donc oui, logement et insertion professionnelle. Effectivement, lors de mes échanges, plusieurs ont rapporté que l'accès à un logement est vraiment un levier, en tout cas au niveau même de l'estime de soi, et d'autant plus pour insérer donc, sur le plan professionnel, et d'autant plus avoir peut-être même l'idée de se remobiliser sur le plan de l'emploi. Donc, on a pu voir que à peu près 5-6 sont retournés vers l'emploi très rapidement après l'accès à un logement. Sur la satisfaction des ménages, effectivement, on peut voir une satisfaction globale sur la veille sociale. Après, je pense que vraiment la forme non contractuelle favorise les échanges, il y a une relation de confiance et qui permet vraiment que je puisse repérer très rapidement et prévenir les difficultés. À ce jour, sur l'expérimentation, sur tous les ménages que j'accompagne, aucun n'a fait l'objet de procédures d'expulsion ou même de départ de logement. Donc, c'est plutôt positif pour le moment. Sur les axes d'amélioration de la veille sociale, voilà ce qui reste, je pense, à travailler, c'est renforcer le partenariat avec les structures d'hébergement d'urgence et d'insertion pour éviter la perte de contact. C'est vrai qu'on a pu voir que 42%, mais on les perd en fait dès la sortie. Donc, vraiment, de travailler avec les structures, cette passation, pour vraiment que la veille se soit sur la plus optimale possible en fait. Améliorer le relais avec les structures d'hébergement et la veille sociale. Effectivement, même s'ils sortent un logement autonome, des fois, il peut y avoir encore des fragilités qui sont repérées. Et c'est justement les structures d'hébergement qui peuvent nous alerter à un point de vigilance pour qu'on puisse les accompagner encore plus rapidement sur la veille sociale. Favoriser l'accès aux dispositifs de droit commun. Effectivement, ça serait un travail en amont qui serait important, que dès qu'une personne sort vers l'accès à un logement autonome, que ce soit le travailleur social, puisse effectivement faire la visite du logement, mais aussi repérer le travailleur social de secteur pour que la personne ait une référence dès sa sortie et ne pas solliciter les intervenants, des fois des structures, alors qu'ils sont partis de là il y a quelque temps. Et renforcer le travail de partenariat, toujours avec les bailleurs sociaux, mais qui se développe au fur et à mesure du temps. Donc voilà, pour finir, je pense que vraiment la veille sociale, elle a vraiment cette mission de sécuriser l'accès et le maintien dans le logement, avec vraiment cette anticipation des difficultés et de mobiliser très rapidement des partenaires pour que la situation soit prise en charge rapidement. Voilà.
Donc, vraiment, pour conclure, je rejoins Monsieur Gérardi sur ce qu'il disait. Ben, le logement, oui, c'est un tremplin vers l'autonomie, à condition d'être accompagné durablement. Merci beaucoup, mesdames. Et oui, ce que disait aussi Monsieur Bouguéry, en effet, l'accompagnement est essentiel. On voit bien là, avec votre retour d'expérience, la place qu'il prend dans la réussite de ces parcours de haut niveau, insertion par le logement et insertion professionnelle. Est-ce qu'il vous arrive d'orienter une partie du public vers les missions locales en vue de pouvoir s'orienter vers un parcours en apprentissage? L'apprentissage ou un contrat de professionnalisation peut être un début de solution globale. Merci. Donc oui, effectivement, on oriente vers l'ensemble des dispositifs de l'insertion professionnelle, que ce soit sur les missions locales, que ce soit sur les chantiers d'insertion, sur France Travail, on oriente de manière générale selon le profil de la personne, effectivement. Et pour compléter, Manon, mais c'est une spécificité audoise, le SIA Aude-Lode est engagé dans l'offre de repérage et de remobilisation, l'O2R, qui a justement vocation de travailler sur le repérage et l'accompagnement jusqu'à l'accès au droit commun autour de l'insertion socio-prof. Donc, on s'appuie aussi sur nos outils internes pour faciliter l'insertion. Oui, Marcia Robert demandait, donc vous êtes en lien direct avec les ménages? Oui, c'est moi qui les contacte, oui, selon les fréquences d'appel, effectivement. Je suis en contact régulier avec tous les ménages, oui. Alors, et du coup, elle demande une précision. Vous êtes seule sur cette veille sociale ou il y a une équipe de plusieurs travailleurs sociaux pour assurer ce suivi? Pour le moment, je suis seule sur la veille sociale. Oui. Florence Lesage donc vous demande combien de structures d'hébergement avez-vous au sein de votre département? Alors, on va davantage parler en volumétrie globale en place. On est à 1300 places sur le département de l'Aude en réunissant l'urgence et l'insertion. J'insiste juste sur un point qu'a déjà dit Manon, mais qui pour moi est essentiel. C'est le format d'aller vers. C'est la non-formalisation de l'accompagnement aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contractualisation, on est vraiment sur un format très ouvert, très libre. Quand on sait que parfois les structures peuvent entraîner un contenant déstabilisant qui peut être nécessaire pour l'accompagnement, mais qui a posteriori, on se dit mince, j'ai envie de plus de liberté, j'ai envie de plus d'autonomie, j'ai envie d'y aller. Ce cadre-là, on ne signe pas de papier, on vous appelle juste, on fait le point avec vous. C'est vraiment un aspect de cette veille sociale qui est intéressante. D'accord. Sur lesquels vous avez des retours directs des ménages? Le fait que ça soit très souple comme ça. C'est ça. Ouais. Oui, et puis c'est vraiment voilà, sur la base de l'adhésion de la personne. Et puis c'est des questions très basiques sur la vie quotidienne, savoir comment ils vont déjà, parce qu'ils sont passés d'un cadre totalement soutenant à plus rien des fois. Donc effectivement, c'est vraiment déjà prendre la température, savoir comment ils vont depuis l'accès dans un logement autonome. Ils se retrouvent parfois très seuls et isolés. Vous parliez tout à l'heure, vous disiez pour les autres, hein, ceux qui n'ont pas répondu, ceux qui ne décrochent pas le téléphone, qui sont injoignables, on peut s'interroger sur le maintien d'un lien. Qu'est-ce que vous entendiez par là? Alors, des fois, c'est peut-être des personnes qui, effectivement, ont pris énormément d'autonomie et ne veulent plus forcément être sur un système de veille sociale, hein. Ça peut être le cas. Ou alors, j'ai voilà, pas mal de personnes aussi qui peuvent être injoignables parce que les numéros ont changé, enfin, pas mal de choses. Donc, effectivement, il y a plusieurs tenants et aboutissants, je pense. Et c'est bien, justement, de le reprendre avec les structures, pour voir un petit peu comment ça peut être travaillé par la suite. Merci, mesdames, et nous allons poursuivre avec la dernière intervention. Donc, Monsieur Monetti, vous allez nous parler des actions qui sont déployées par les bailleurs sociaux pour mieux répondre aux situations de vulnérabilité. Et Monsieur Meneguin, vous nous ferez ensuite un retour d'expérience sur les activités d'une équipe mobile en santé mentale. Bonjour à tout le monde. Donc, je suis Adrien Monetti, responsable des politiques sociales à HSO, Habitat Social en Occitanie. Ma présentation, elle va être plus théorique que ce qui vient de vous être présenté, mais vous allez retrouver les mêmes, finalement, à la fois les mêmes constats et puis les mêmes enjeux, en particulier de la présentation du dispositif de veille sociale qui est particulièrement inspirant. Et puis Baptiste, lui, viendra apporter un éclairage plus opérationnel sur un dispositif très spécifique qui est porté par ACM et que l'on trouve vraiment très positif. Alors, en préambule de ma présentation, je voulais simplement vous rappeler ce qu'était le logement social, parce qu'en fait, on a souvent une image limitante du logement social, et vous rappeler qu'aujourd'hui en France, on a entre 70% et 80% de la population française qui est éligible au logement social, parce que nous sommes dans un système qui est dit généraliste,
et dont l'objectif est d'accueillir tous ceux qui ne peuvent pas se loger au prix du marché. Et donc, c'est pour cela que le logement social doit s'adapter à une diversité de besoins, que ce soit en locatif, en accession, en typologie de logement, en individuel, en collectif, etc., au niveau de loyer. Voilà, donc une grande diversité de formes de logement social en France. Ce qu'il faut également savoir, c'est que les organismes HLM ne sont pas simplement des fournisseurs de logements, je vais le dire comme ça. Ils répondent à d'autres missions, notamment une dizaine de missions auxquelles ils peuvent prétendre, que ce soit dans l'aménagement du territoire, dans la construction et la réhabilitation des logements, dans leur attribution bien sûr et dans leur gestion sur le long terme, mais aussi dans le développement de services et d'innovation sociale pour pouvoir répondre à des besoins émergents. Et donc tout à l'heure, M. Gérardi en parlait, il y a des dispositifs adaptés qui existent, le PLAI adapté, les maisons relais, les résidences foyers, etc. Et les bailleurs sociaux peuvent contribuer à leur construction. Voilà, donc déjà, les organismes HLM s'inscrivent dans ces politiques publiques via l'outil de construction, mais pas que. Alors sur cette slide, je ne vais pas y revenir très longtemps parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites justement en début de webinaire. Simplement pour rappeler, et ça a été dit aussi par les autres intervenants, nous sommes dans une situation de grande pression de la demande locative sociale sur le territoire, tout public confondu. Nous sommes dans une région qui est structurellement déficitaire en nombre de logements, ça a été dit également. Nous avons historiquement moins de logements et en tout cas pas suffisamment par rapport aux besoins initiaux. Aujourd'hui, ces besoins, ils augmentent parce que crise financière et économique oblige. D'autres publics qui, jusqu'à présent, ne se tournaient pas vers le logement social font une demande de logement. Et donc, aujourd'hui, en 5 ans, par exemple, on observe une augmentation de la demande de plus de 40%. C'est énorme, c'est considérable. Ça l'est à l'échelle nationale, mais c'est particulièrement prégnant en Occitanie. Et puis, autre phénomène, il y a moins de rotation, c'est-à-dire que les locataires qui sont locataires du parc social bougent moins, ils sortent moins vers le parc privé, ils partent moins vers un autre logement social, et donc ça fait moins de logements libérés pour accueillir de nouveaux publics. Ça, c'est le deuxième élément. Et puis, troisième élément, on en a parlé également tout à l'heure avec la présentation de l'Adréal. La production est en baisse. Alors certes, on a un petit frémissement ces derniers mois, 2025, puis probablement 2026, mais leurs effets ne se verront que dans quelques années. Donc, pour un temps court, nous sommes dans une pénurie de logements et donc il faut pouvoir gérer cette pénurie. Le législateur a proposé, je vais y revenir juste après, une priorisation des demandes. Voilà, il y a plusieurs types de situations sociales qui sont reconnues prioritaires et donc pour lesquelles les bailleurs vont devoir reloger les ménages en priorité. Mais in fine, ça peut créer un peu de concurrence entre les publics puisque les organismes HLM doivent reloger ces fameux 218 000 ménages actuellement. Alors, si je reviens rapidement sur les ménages dépourvus ou hébergés, on a une demande qui augmente très fortement. C'est, je pense, le type de public qui augmente le plus fortement dans la demande locative sociale, plus de 50% en 5 ans. Pour autant, le nombre d'attributions se maintient en direction de ces ménages, autour de 4 000 attributions, dans un contexte où le nombre d'attributions générales diminue. Donc, on voit qu'il y a aussi un effort qui est fait par les bailleurs sociaux pour répondre à ces enjeux-là, malgré le contexte actuel. Alors concrètement, que font les bailleurs pour faciliter l'accès au parc social? On l'a dit tout à l'heure, il y a un système de priorisation des demandes qui est mis en place. C'est un système qui est mis en place par la loi. Hein. Le CCH, le Code de la construction et de l'habitation, désigne 14 typologies de publics prioritaires, parmi lesquelles les personnes dépourvues ou hébergées. Et pour cela, les bailleurs doivent respecter des engagements chiffrés de relogement tous les ans. Par ailleurs, les lois successives aussi ont mis en place des outils qui permettent d'identifier ces ménages dans le stock des demandes actuelles. C'est notamment la cotation de la demande. Les intercommunalités doivent mettre en place des cotations de la demande qui doivent permettre d'identifier ces ménages dans le stock de demandes de logement social. Et donc, via ce système de priorisation, finalement, les ménages peuvent accéder plus facilement au parc social, même si je rejoins la présentation de tout à l'heure, il y a quand même des difficultés d'accès puisqu'on manque structurellement de petits ou de grands logements, par exemple, ou dans certains territoires très étendus.
Pour répondre également rapidement à la question du début de ce webinaire, une question de Monsieur Dupuis sur la participation des conseils départementaux à la labellisation, ça se fait parfois dans le cadre des PDLHPD, le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. C'est un peu le document cadre qui structure la labellisation, comment sont labellisés les publics prioritaires sur le territoire. Et à ce titre-là, comme le conseil départemental est copilote de ce document avec le préfet, eh bien, il peut intervenir dans la labellisation, mais ce n'est pas systématique. En tout cas, on voit bien que ces systèmes de labellisation, ce sont des leviers pour permettre aux organismes HLM de faciliter l'accès au parc social. Et puis le deuxième levier, c'est les partenariats locaux. Tout à l'heure, on en a parlé dans le cadre de la veille sociale. Favoriser ces partenariats locaux dans un réseau très dense d'acteurs, ça permet de trouver des solutions adaptées aux ménages. Ces partenariats, ils sont nombreux, ils sont divers pour répondre à cette diversité de besoins. Ça peut être avec des CCAS, ça peut être avec des maisons des solidarités, ça peut être avec des centres hospitaliers, par exemple. L'objectif, c'est de pouvoir partager des diagnostics croisés. C'est aussi permettre de mieux définir les besoins, en tout cas bien mieux identifier les besoins des personnes, et le plus en amont possible, de façon à pouvoir mettre en place les dispositifs d'accueil adaptés. Et puis là aussi, pour répondre à la question de M. Bouillery tout à l'heure sur les femmes victimes de violences, on l'a dit, la DRETS en a parlé tout à l'heure avec la possibilité de mettre en place des protocoles locaux. En Haute-Garonne, par exemple, il y a une charte d'engagement qui a été co-signée par je crois une vingtaine d'acteurs, dont les bailleurs sociaux, à l'initiative des bailleurs sociaux, pour faciliter l'accès des femmes victimes de violences conjugales au parc social, notamment parce qu'il y a des problématiques administratives. En fait, certes, on manque de logements, mais les procédures d'accès au parc social, elles sont réglementées et elles sont aujourd'hui incompatibles avec la situation de ces femmes qui partent souvent en urgence, qui n'ont pas accès à leurs documents, pour lesquels parfois elles sont victimes de chantage de la part de leur conjoint pour le paiement des dettes, par exemple. Et donc, les bailleurs sociaux se sont engagés à déroger finalement à ces process d'attribution dans un cadre très réglementé, dans un cadre partenarial, pour pouvoir faciliter l'accès de ces femmes au logement social. Donc, on voit bien que ces partenariats locaux, à diverses échelles, sous différentes formes, vont permettre de faciliter l'accès au parc social. Et alors, tout à l'heure, je parlais de dispositifs adaptés d'accès au parc. Ces dispositifs, ils commencent déjà par l'attribution d'un logement adapté. Et ça, les CALEOL, les commissions d'attribution des logements, elles sont vigilantes à proposer des logements qui soient le plus adaptés aux besoins des personnes, que ce soit en typologie, en loyer, en équipement, etc. Ça peut être aussi la mise en place de formes d'habitat spécifiques, sur mesure, qu'on soit dans le logement accompagné, type bail glissant, en intermédiation, ou dans le logement autonome. Et puis, plus spécifiquement, les organismes HLM peuvent s'appuyer sur une gestion sociale spécifique, qu'elle soit externalisée. C'est le cas, par exemple, dans le cadre des projets FNAVDL. Alors, il y a beaucoup de sigles, hein, j'en suis désolé. Le FNAVDL, c'est le Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. C'est un fonds qui est cofinancé par les bailleurs sociaux pour porter ou coporter des dispositifs d'accompagnement social. Mais cette gestion sociale, elle peut être aussi internalisée, et je vais y revenir juste après. L'objectif, c'est de travailler une proposition qui soit le plus adaptée possible à la situation des ménages. Donc pour ça, on a besoin d'avoir une connaissance fine de ces besoins. On le dit souvent, une demande mieux qualifiée, c'est une demande qui est mieux satisfaite. C'est aussi, et ça a été rappelé dans le cadre de la veille sociale, être présent au moment charnière de l'entrée dans le logement, quand vous avez été accompagné dans des dispositifs très structurants et que, excusez-moi, je reviens sur la slide précédente, et que vous arrivez seul dans ce logement, ça peut être un moment de mise en difficulté. Donc, il faut pouvoir accompagner ce passage-là. Et puis, globalement, c'est sécuriser les parcours en mettant en place les étayages nécessaires. Et ça, je vais y revenir dans le maintien. Ça peut être l'accès aux droits, l'ouverture aux accès aux droits. Ça peut être l'appropriation du logement ou du cadre de vie. Et donc, pour cela, on s'appuie sur les acteurs locaux. Nous sommes un acteur de la chaîne d'insertion. Alors, sur le maintien dans le logement plus spécifiquement, la porte d'entrée, je vais dire, pour les organismes HLM, c'est le paiement du loyer. Et donc, aujourd'hui, les organismes mettent en place des dispositifs pour lutter contre les impayés et prévenir les expulsions. C'est ce qu'on appelle la gestion sociale interne. Il y a de plus en plus de bailleurs sociaux qui se sont dotés de travailleurs sociaux en interne pour détecter plus précocement les impayés et mettre en place les dispositifs, les actions de soutien adaptées tout au long de la procédure. Et ça, c'est vraiment très important, et je vais insister là-dessus. À chaque étape de la procédure, il y a des solutions qui peuvent être trouvées
par les organismes HLM. Ça peut être la mise en place d'échéanciers, ça peut être la mise en place de plans d'appurement, ça peut être la resignature d'un nouveau bail, parfois, si le parc le permet, la mutation économique. Bref, il y a plein de solutions qui peuvent être mises en place tout au long de la procédure. Et donc, c'est pour ça que le lien avec le locataire est toujours, il faut pouvoir le préserver. Et donc, on s'appuie aussi sur les acteurs locaux pour pouvoir nous accompagner et faire de la médiation dans ce cadre-là. Ce qu'on a repéré aussi, c'est que quand on détecte l'impayé, on détecte aussi d'autres fragilités éventuelles qui ne sont pas de la responsabilité du bailleur et donc pour lequel le bailleur va se retourner vers les dispositifs et les acteurs compétents. Et puis plus globalement, on s'appuie sur le droit commun par la mise en place des accompagnements spécifiques type FSL, le Fonds de solidarité logement, pardon, la SLL, l'accompagnement social lié au logement, ou les accompagnements de type FNAVDL. Plus spécifiquement, les bailleurs ont pu développer sur fonds propres des dispositifs spécifiques, type bail de sauvegarde. C'est une expérimentation qui est menée en Occitanie. Ce bail de sauvegarde, c'est un bail glissant spécifique pour les ménages en expulsion. C'est un peu le dernier recours face à l'expulsion. Et donc, c'est un bail, un bail glissant partenarial avec l'État et la structure qui porte le bail et le bailleur, bien sûr, dans cette organisation. C'est un bail qui est moins cher que le bail glissant, qui reste un dispositif très coûteux. Et puis, il y a les équipes mobiles, mais là, je laisserai Baptiste en parler, qui est un dispositif très inspirant. L'objectif, c'est de proposer toujours des solutions innovantes à la fois dans le fond et dans la forme, dans le type de partenariat, dans le type de financement, pour répondre aux besoins des ménages. Avec un point de vigilance tout de même, c'est que, et je le répète, le bailleur social est un acteur de la chaîne d'insertion, il n'est pas le seul, et donc il s'appuie sur un réseau, et il faut faire attention au transfert de charges, de responsabilités qui ne seraient pas des compétences du bailleur social. Donc si je finis par les quelques enjeux qui sont propres au mouvement HLM sur ces questions, le premier, c'est d'informer et de sensibiliser les acteurs locaux sur la situation du logement. On sent de la part de nos partenaires qu'il y a une incompréhension de plus en plus forte. Pourquoi avant ça marchait mieux? Pourquoi avant je trouvais du logement? Pourquoi avant je pouvais reloger et maintenant je ne peux plus? C'est parce qu'aujourd'hui on est dans une situation de pénurie qui affecte tous les publics et qui met en concurrence les services, les publics et en particulier les publics prioritaires. Deuxième enjeu, c'est de renforcer et d'entretenir le travail partenarial parce que cette fluidité de l'information, de la communication, elle se fait au bénéfice des usagers pour leur permettre d'avoir une solution le plus adaptée possible à leur situation. Troisième enjeu, et là on le partage avec les équipes de terrain, c'est la pérennisation des budgets pour garantir la continuité des accompagnements et offrir une stabilité aux structures d'accompagnement qui travaillent avec nous. Il faut pouvoir avoir de la visibilité et pérenniser les budgets, que ce soit sur le FNAVDL, sur les équipes mobiles, sur le logement d'abord. Et puis enfin, je le disais tout à l'heure, c'est l'enjeu politique. Les organismes sont un acteur de la chaîne d'action. Il ne faudrait pas qu'il y ait un transfert de charges et de responsabilités qui dépassent leurs compétences, en particulier sur la question de la santé. Vous parliez de déroger aux obligations légales pour les femmes victimes de violences. Et du coup, Émilie Piniera, vous demandez, par exemple, est-ce qu'il est possible de déroger sur l'avis d'imposition commun dans la prise en compte des ressources et séparer les ressources du conjoint, si vous voulez bien lui apporter cette précision. C'est exactement sur ce cas de figure-là qu'on a cherché une réponse parce qu'il y a un vide juridique. La réglementation a un peu bougé ces dernières années, mais le législateur permet aujourd'hui de s'appuyer sur une attestation d'un travailleur social pour pouvoir prioriser les demandes et puis s'astreindre de cette demande d'avis d'imposition. Seulement, légalement, cette possibilité, elle est rejetée dans une annexe et donc l'attestation seule ne suffit pas. Pour nous, c'est une aberration parce que ça voudrait dire finalement on rajoute de la complexité alors que la loi, elle visait à la simplifier. Donc on pense qu'il y a une erreur d'écriture et donc c'est pour cela que les acteurs en Haute-Garonne se sont entendus sur le fait que cette attestation signée par un travailleur social qui accompagne le ménage suffise à individualiser les ressources au moment du passage en Caleol. Mais c'est une situation très spécifique et qui est propre à la Haute-Garonne dans le cadre de cette charte d'engagement. D'accord, merci pour ces précisions. Nous allons du coup écouter M. Baptiste Menguin et on va vous écouter pour nous faire part de ce retour d'expérience sur cette activité de cette équipe mobile en santé mentale qui est passionnante. Donc, à vous la parole. On va partager notre intervention en 3 temps. Je dis on parce que je suis accompagné de Rija, qui est le coordinateur de l'équipe mobile santé mentale qui va être présentée. 3 temps dans notre intervention. Le premier, je vais vous expliquer la genèse et comment ce dispositif a été mis en place.
Ridja reviendra sur le fonctionnement de l'équipe en vous donnant un peu des repères, des chiffres et des exemples de situations d'accompagnement. Et je terminerai par les perspectives de déploiement, pérennisation, si je peux utiliser ces mots-là actuellement. Au niveau de l'histoire, je rebondis tout de suite sur ce que vient de dire Adrien sur le métier du bailleur social. Moi, je travaille pour ACM Habitat, qui est un bailleur social qui gère 23 000 logements sur Montpellier et la métropole de Montpellier, un petit peu au-delà. Le métier du bailleur social, c'est effectivement de construire et de gérer du logement social. Les problématiques d'accompagnement sont souvent prises en compte par les bailleurs en se dotant, soit en interne, mais le plus souvent en externe, de dispositifs qui viennent répondre à des besoins de locataires, des besoins spécifiques. Ça peut être pour les personnes en situation de handicap, pour les seniors ou pour le sujet dont on va parler aujourd'hui, les personnes qui vivent avec des troubles psychiatriques. Un élément important est la période de Covid et de confinement où la plupart des bailleurs sociaux ont été portés à la connaissance de la plupart des bailleurs sociaux des situations qui, jusque-là, restaient finalement dans un quotidien un peu diffus, des situations de personnes qui manifestement vivaient avec des troubles psychiatriques, des personnes, je vous donne des exemples précis, qui peuvent crier la nuit, qui peuvent avoir des comportements anormaux. Et le fait que les locataires vivent ensemble et soient confinés dans leur logement et donc dans leur résidence, cette période-là fait l'objet de beaucoup de signalements de la part de l'environnement immédiat des personnes qui vivaient avec des troubles psychiatriques. Ces remontées-là, elles ont mis en lumière des situations souvent de crise assez aiguës. Donc, je différencierai là des situations de personnes qui vont avoir une problématique de santé mentale à un moment donné et des situations de crise un peu plus aiguës qui souvent font plus de bruit dans tous les sens du terme et qui sont plus visibles pour l'environnement immédiat des personnes. Euh, pour répondre à ce besoin-là d'accompagnement de ces personnes qui n'ont pas recours au droit commun, qui n'ont pas recours à un accompagnement classique d'un travailleur social, qui n'ont pas de recours au système de soins médical classique ou psychiatrique, on a imaginé un dispositif d'aller vers pour répondre à ces personnes et proposer un accompagnement à ces personnes. Si j'insiste sur la façon dont s'est monté le dispositif, c'est parce que en France, il existe plein d'équipes mobiles orientées santé mentale. Et à Montpellier, on a souhaité mettre autour de la table tous les financeurs et les acteurs potentiels dès le démarrage, plutôt que de construire petit bout par petit bout ce dispositif. Donc, ce dispositif, il a été financé dès le départ avec les parties prenantes que sont la DETS, donc les services déconcentrés de l'État, l'Agence régionale de santé, la ville de Montpellier, la Fondation pour le logement des défavorisés et évidemment le bailleur que je représente aujourd'hui. Ces acteurs-là ont fait le constat partagé du besoin non couvert pour les personnes qui vivent dans le parc social avec des troubles psychiatriques et ont cofinancé ce dispositif pour la première année. On était aussi, donc là on est en 2023, on est dans un timing où au niveau national se travaille via la DIAL, délégation interministérielle à l'hébergement et l'accès au logement, et l'USH, Union sociale pour l'habitat, qui est la Fédération nationale des bailleurs sociaux. Il y a eu sur l'année 2023 plusieurs groupes de travail avec la thématique logement social et santé mentale. Ces groupes de travail, ils avaient vocation à réunir des acteurs des territoires, des financeurs potentiels et tout le système des associations ou des acteurs ou des institutions qui peuvent venir en aide aux locataires qui vivent avec ces troubles psychiatriques. Ça a donné lieu à la création d'un guide et peut-être que ce guide-là pourrait être diffusé parce qu'il est assez intéressant en termes de repérage, soit global au niveau national, mais soit aussi au niveau des territoires, de quand je suis bailleur social, quand je suis une association, quand je suis un CHU, j'ai vu la question de quelqu'un qui travaille dans le secteur médical, comment je repère mon contexte territorial et qui je peux solliciter aussi pour venir en aide à des personnes qui en ont besoin. Donc, on était dans quelque chose et dans une démarche qui s'approchait de la démarche nationale dans la structuration du dispositif local. Et je trouve primordial de pouvoir faire ces allers-retours entre les situations locales territoriales, qui sont assez différentes sur les territoires. Les besoins sont les mêmes, mais les contextes peuvent être différents sur les territoires, et la politique publique. Et je reviens là sur la politique publique du logement d'abord, qui privilégie le fait de pouvoir accompagner les personnes à partir de leur logement.
On parle là de personnes qui sont locataires en leur nom du parc social, en bail direct, qui ont eu leur logement comme tout un chacun en faisant une demande de logement social et dont la situation est identifiée à un moment par les différents acteurs, soit les acteurs de proximité du bailleur social, soit d'autres partenaires éventuellement. Une fois le dispositif lancé, donc le dispositif a été créé de façon opérationnelle en décembre 2024, et l'idée, et je vais laisser la parole à Ridja, c'était de proposer une équipe de 3 équivalents temps plein pour accompagner une file active en permanence de 25 personnes pendant une durée donc d'une année, même si le temps de l'accompagnement, il en a été question aussi juste avant, n'est pas limité a priori pour ne pas préjugés de la durée nécessaire de l'accompagnement pour ces personnes. Donc, je laisse Rija vous présenter l'activité. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Rija Rabalanjoni, je suis responsable de service au sein de l'association de la vallée de l'Hérault, qui porte le dispositif, qui est né en décembre 2024, comme le disait Baptiste. Ce dispositif a été créé pour répondre à une problématique que beaucoup de bailleurs connaissent. Certaines situations locatives, elles se dégradent progressivement malgré les interventions habituelles. Et derrière une difficulté de logement se cachent souvent des problématiques qui sont plus larges. La santé mentale, l'isolement, la perte d'autonomie, les ruptures de soins ou les difficultés administratives. Et pour répondre à ces situations, en fait, une équipe pluridisciplinaire a été constituée avec une travailleuse sociale, un infirmier et un père aidant. Donc, comme le disait Baptiste, notre particularité, c'est de l'aller vers. C'est des personnes qui n'ont pas forcément sollicité notre accompagnement ou notre aide, et on essaie de s'adapter à leur rythme en construisant progressivement une relation de confiance. Donc, on est un dispositif qui cherche pas uniquement à résoudre un problème de logement. On essaie de travailler sur les principes du rétablissement. Ça signifie qu'on considère la personne avant la maladie, qu'on essaie de s'appuyer sur ses ressources plutôt que sur ses difficultés, et qu'on essaie de construire avec elle un projet qui a du sens. On essaie de travailler avec elle pour que le rétablissement ne consiste pas forcément à revenir sur la vie d'avant, mais de construire une vie satisfaisante malgré les difficultés. Et la place du père aidant, elle a une place importante là-dedans parce qu'elle incarne la possibilité et elle aide les personnes à croire de nouveau en leurs capacités. Donc, depuis la création du dispositif, en fait, on a reçu 59 orientations. Et parmi les personnes rencontrées, 28 accompagnements sont actuellement engagés. Et lorsque la rencontre a effectivement lieu, on se rend compte qu'il y a en fait près de 76% de personnes qui acceptent l'accompagnement. C'est un indicateur qui est particulièrement encourageant pour un public qui est souvent éloigné des dispositifs. Ce qu'on a pu découvrir en commençant ce dispositif expérimental, c'est que c'est le profil des personnes qui ont en moyenne 61 ans. On se rend compte aussi que les situations sont rarement limitées à une seule problématique. On retrouve fréquemment un cumul de difficultés. Il y a l'isolement social, des fragilités psychiques, une perte d'autonomie, des difficultés administratives ou encore une rupture de soins. Et c'est précisément cette accumulation de vulnérabilité qui rend nécessaire une approche globale. Les orientations qui nous sont adressées, elles concernent souvent des problématiques visibles, un logement encombré, des nuisances, des difficultés relationnelles avec le voisinage, ou encore des impayés. Mais ce que nous, on découvre derrière ces situations, c'est tout autre. On retrouve des personnes isolées, parfois sans suivi médical, qui ne sollicitent plus leurs droits ou qui connaissent une perte progressive d'autonomie. Le logement, ça devient alors un révélateur de fragilité plus profonde. Et notre rôle consiste à utiliser cette porte d'entrée pour reconstruire un accompagnement global autour de la personne. Et pour illustrer ça, je vais vous parler un peu de 2 situations qui sont un peu marquantes. La première, c'est une personne que nous accompagnons depuis peu de temps. On a été sollicité pour un logement qui a été fortement encombré de manière très significative et massive, qui générait au sein du voisinage des inquiétudes en termes d'odeur, mais aussi des inquiétudes de la part de la chargée de proximité quand elle est rentrée dans le logement. Donc, lors de l'accompagnement, on a découvert une personne très isolée, avec des difficultés administratives lourdes et importantes, et une rupture de suivi médical. Le travail a d'abord consisté à créer du lien pour pouvoir engager d'autres choses derrière. On a pu d'ailleurs mettre en place une coordination avec différents partenaires, réengager des démarches de santé et l'accompagner progressivement dans l'amélioration de sa situation résidentielle. Le résultat, ce n'est pas seulement un logement bien entretenu, c'est surtout une personne qui retrouve des repères,
des interlocuteurs et un accompagnement adapté. La deuxième situation, c'est une situation d'une personne de 76 ans, initialement repérée pour des difficultés d'entretien de logement et des retards dans certaines démarches. Elle avait des dettes assez importantes de loyer et d'eau. Donc l'évaluation, elle a rapidement mis en évidence une perte d'autonomie progressive qui n'avait pas encore été compensée. L'accompagnement, ça a permis de mobiliser les dispositifs adaptés, de coordonner les différents intervenants et d'ouvrir les droits nécessaires. Donc, on a pu mettre en place l'APA pour cette personne, une prestation d'aide ménagère, mettre en place un dossier de surendettement qui a fait qu'on a pu un peu apaiser la situation. Là encore, l'objectif, ce n'était pas uniquement de traiter une difficulté locative, mais d'éviter une dégradation globale de la situation. Donc, ces accompagnants ont bien montré que la prévention des ruptures commence très souvent en amont. Et on a progressivement développé des accompagnements collectifs aussi, parce qu'on trouvait important non seulement de travailler sur l'individuel, mais aussi de permettre à ce que ces gens qui sont isolés puissent se rencontrer pour favoriser la rencontre, soutenir leur rétablissement à travers des activités partagées, choisies et porteuses de sens. Voilà ce que je peux dire de l'activité Emma. Merci beaucoup, monsieur, pour votre retour. Je vais vous arrêter là si vous avez dit l'essentiel de votre propos. Je m'adresse à tous les deux pour prendre les questions parce qu'elles sont nombreuses et je ne voudrais pas que trop de monde parte avant que vous ayez pu répondre à ces questions. Ça vous va, messieurs, comme je ne vous vois pas? Je ferai les perspectives en même temps que la réponse aux questions et je prends la première si vous voulez bien. Ce dispositif est-il unique en Occitanie? Pour l'instant, oui, sous sa forme et je rebondis sur la question concernant le dispositif MSAL qui existe à Perpignan. Il est unique sous cette forme, en tout cas avec cette orientation accompagnement santé mentale. Il me semble que le dispositif évoqué par Claire dans le chat et accès santé globale pour le coup. Donc, le focus santé mentale, il est important parce que le gouvernement a décrété que la santé mentale était la grande cause nationale en 2025 avec une prolongation en 2026, que les services de l'État central ont délégué des crédits aux régions pour créer ou pérenniser des équipes d'accompagnement santé mentale comme celle qui vient de vous être présentée. Et donc, c'est vraiment une orientation et une préoccupation sur les questions de santé mentale et d'accompagnement et d'aller vers à domicile. C'est un dispositif qui s'adresse, oui, uniquement aux locataires du parc social pour l'instant, d'un seul bailleur pour l'instant. Notre volonté partagée avec les financeurs, c'est de l'étendre et de la passer en interbailleur dans l'année qui vient. On est en train de voir comment les financements et le réengagement des financeurs peut répondre à cette volonté d'élargir et de pouvoir faire bénéficier les locataires de tous les bailleurs de ce dispositif d'accompagnement. Sur une question précédente qu'on a laissée de côté de la part de Cathy Combe. En tant qu'assistante sociale en milieu hospitalier SMR, je rencontre des situations qui nécessitent un relogement à la sortie d'hospitalisation. J'ai des difficultés à travailler en partenariat avec les bailleurs sociaux et autres dispositifs. Comment faciliter le partenariat? Merci. Je pense que la difficulté à travailler en partenariat avec les bailleurs sociaux, alors autre dispositif, je ne sais pas, la question est assez générale, mais je pense que le contexte de pénurie explique beaucoup le fait que des acteurs comme vous ayez des difficultés d'accès à des systèmes qui sont souvent des systèmes de gestion de la demande en masse et où du coup, parfois, dans un contexte de pénurie, souvent dans un contexte de pénurie, il est compliqué de répondre à des demandes particulières, d'autant plus que si je comprends bien, une sortie d'hospitalisation, en général, quand la sortie est proche, il y a un délai très court entre le moment où la sortie est décidée et le moment où il faut trouver une solution de relogement. Et aujourd'hui, cette situation en particulier que vous décrivez ne correspond pas du tout au délai d'attente des bailleurs sociaux, qui est souvent de l'ordre de plusieurs années quand on se trouve dans des grandes villes. Donc voilà, il y a peut-être, en tout cas au niveau des bailleurs, c'est ma réponse. Les autres dispositifs, on a eu des collègues du SIAO sur le côté hébergement et je pense que les situations de pénurie sont les mêmes avec des délais qui ne sont pas de l'ordre de plusieurs années, quoique dans certaines villes. Mais voilà, je pense que ça s'explique principalement par le contexte de pénurie et par la différence qu'il existe entre des relogements ou des solutions à trouver en urgence et le timing que provoque la pénurie en termes de réponses possibles.
Tout à fait. Je vais compléter. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Baptiste, bien entendu. Aujourd'hui, on essaie de travailler avec les conseils locaux de santé pour essayer de trouver des solutions plus pérennes. Mais Baptiste a bien reprécisé les difficultés auxquelles on est confronté aujourd'hui. Le choix a été de ne pas exclure les personnes qui vivent avec une problématique d'addiction. On sait que quand une personne vit avec une problématique de santé mentale, souvent il y a une problématique d'addiction associée. L'orientation est clairement de se dire qu'est-ce qui provoque l'un ou qu'est-ce qui provoque l'autre. Enfin, on n'est pas dans ce débat-là. On rencontre la personne, l'équipe rencontre la personne. S'il y a une problématique d'addiction, elle est prise en compte dans l'accompagnement global qui est proposé. Et ça peut être un accompagnement vers des soins si la personne le souhaite, mais aussi avec des méthodes d'intervention en réduction des risques également, qui ne sont pas forcément du tout ou rien. Voilà. Donc en tout cas, il n'y a pas d'exclusion des problématiques d'addiction dans ce dispositif. Et Julie Molly se pose la question de quand vous rencontrez la personne pour la première fois, vous y allez à trois. Oui, c'est souvent le cas avec un binôme de l'équipe mobile Habitat Accompagnement et une personne du bailleur, ce qui permet aussi au bailleur euh, se faire de faire l'introduction entre le dispositif qu'il propose aux locataires et l'équipe pour la première rencontre. Ça n'a pas vocation à perdurer dans le temps, sauf s'il y a des problématiques particulières au niveau du logement, mais c'est plus une rencontre de présentation tripartite entre la personne accompagnée, enfin, ou qui va souhaiter être accompagnée, l'équipe dédiée et le bailleur social. Est-ce que notre intervention ne concerne que le logement social? Oui, il existe ailleurs en France des équipes qui tendent à aller vers le logement privé. On n'en est pas là aujourd'hui à Montpellier. C'est effectivement une réflexion à mener et une réflexion qui se mène aussi au national avec les services de l'État central, avec la DIAL, qui a élaboré un cahier des charges pour modéliser le fonctionnement de ces équipes mobiles orientées santé mentale, et avec en perspective aussi un travail entre nous à Montpellier et des dispositifs similaires qui existent à Bordeaux, Dijon, Marseille et Paris, pour essayer de créer une communauté de pratiques, une modélisation économique pour faire vivre et proposer une pérennisation de ces dispositifs, et aussi, évidemment, envisager l'extension au privé. On n'en est pas là encore, mais c'est une des pistes globales de réflexion.